Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour échanger aujourd'hui sur un sujet ô combien sensible et d'actualité, la vaccination en pharmacie. On va s'intéresser aux nouvelles perspectives qu'elle offre et aux collaborations interprofessionnelles qu'elle induit. Avec nous pour en parler, voici le docteur Jean-Marc Gassan, pharmacien, élu de l'Union régionale des professionnels de santé. Bonjour. Bonjour. La docteure Gérald De Sentier, qui est pharmacienne elle aussi. Bonjour. Le docteur Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste, ancien secrétaire général MG France et ancien président de l'URPS Médecins Midi-Pyrénées. N'hésitez pas à prendre votre micro pour qu'on puisse vous entendre de l'autre côté de l'écran, parce qu'il y a des gens qui nous suivent en streaming. Et je vous dis bonjour. Jean-Louis. Et alors, ça fait bizarre de dire tout seul, pas docteur, mais Audrey. Ça. Mais c'est déjà bien, Audrey Cassette, vous êtes chargée de communication et vous serez notre témoin ce matin. On va commencer avec vous, Jean-Marc. Bonjour, pardon, je ne vous avais pas salué. Pour un peu de contexte et d'histoire, comment a germé finalement l'idée de faire vacciner en pharmacie ? Bien, la vaccination en pharmacie a commencé par la vaccination contre la grippe, puisque en 2017, il y a eu une expérimentation qui a eu lieu dans 2 régions, qui en 2018 a été élargie à 2 autres régions, pour voir si le pharmacien pouvait s'insérer dans le processus de vaccination de la grippe, puisqu'en fait, comme beaucoup de vaccinations, il y a un taux de personnes non vaccinées qui est trop élevé. Et donc, l'ensemble des professionnels de santé, et particulièrement les pharmaciens au travers des URPS, qui sont des structures régionales chargées de ce genre d'expérimentation, ont décidé de tester et de voir ce que ça pouvait apporter. Et il se trouve que lorsqu'on a commencé à vacciner sur ces régions tests, on s'est aperçu qu'on augmentait entre 20 et 25% le nombre de gens vaccinés. C'était en fait, il y avait un quart des gens qui venaient en pharmacie qui ne seraient pas allés se faire vacciner contre la grippe. Et donc, ça a été le début de ce processus qui a été élargi en 2019 à toutes les pharmacies de France qui, maintenant, à 95%, vaccinent contre la grippe régulièrement pendant les campagnes de l'automne. On va avoir le loisir d'y revenir. Je me tourne vers vous, Gérald. On a beaucoup parlé de vaccination du fait de la pandémie du Covid. On a plusieurs populations. On a ceux qui ont confiance, qui n'ont pas confiance, les antivax. Vous dites qu'il y a 3 types de populations. Vous pouvez nous décrire un petit peu ? Alors oui, effectivement, il y a les pro-vaccinations où là, on n'a aucun travail à faire, effectivement, si ce n'est que répondre à leurs demandes. Après, il y a ceux qui ne sont pas contre, mais qui posent beaucoup de questions et qui ont besoin d'être rassurés. Donc, effectivement, là, on peut répondre très facilement. Ça peut être l'aluminium comme adjuvant dans les vaccins, ça peut être voilà, plein de diverses questions. Hein, voilà, où je pense que là, on fait un bon travail puisque... Je ne veux pas dire, mais souvent, on arrive quand même à les convaincre. Je ne sais pas si... oui, à les convaincre. Et après, il y a effectivement ceux qui sont anti-vax, et surtout. Et là, en fait, les vaccinations, leur propos ne peut pas être entendable, mais on les entend quand même, parce que quand même, ils réfléchissent, mais différemment de nous. Et là, on donne nos conseils. On fait un petit travail de fond. Et je pense que chaque fois, voilà, chez eux, ça peut changer un petit peu en fait la donne. Et parfois, on est agréablement surpris de voir qu'ils viennent soit pour une vaccination grippe ou alors parce qu'ils ont un conjoint qui est gravement malade, qui a un cancer. Ils s'aperçoivent qu'effectivement, il faudrait mieux quand même de se faire vacciner eux pour protéger le conjoint. Des choses comme ça. Voilà. Donc là, c'est un travail un peu de longue haleine et on sait y répondre, je pense. Voilà. Jean-Louis Bensoussan, je rappelle que vous êtes médecin généraliste retraité. Alors votre position, est-ce qu'on vous enlève quelque chose, vous qui étiez médecin, qui avez ce privilège de pouvoir vacciner ? Est-ce qu'au contraire c'est une bonne idée ? Alors on ne nous enlève rien, parce que le geste de vaccination, c'est-à-dire le geste de planter l'aiguille dans le haut du bras, voilà, ça n'est pas ça la vaccination. La vaccination, c'est, comme ça vient d'être dit, c'est tout ce qui est l'accompagnement de ce geste, c'est-à-dire expliquer le pourquoi de la protection individuelle, de la protection collective, de la protection familiale, intrafamiliale. Donc c'est tout un ensemble de choses. Et ça, les professionnels de santé, les pharmaciens, les médecins peuvent le faire. Ça prend du temps pour convaincre, et surtout, c'est variable avec le temps. C'est-à-dire que les gens peuvent... on a dit tout à l'heure, il y avait trois grands groupes dans la population, mais les gens vont de l'un à l'autre. Hein. Ils sont pas tout le temps pro ou tout le temps anti.
ça bouge. Covid a fait bouger un certain nombre de choses et aujourd'hui, l'après-Covid fait bouger aussi en sens inverse. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui un recul de la vaccination grippe notamment, sans doute dû à l'effet Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu trop de vaccinations, il y a eu beaucoup de vaccinations. Les gens, on les a rappelés, ils avaient leur application, il fallait respecter les dates, c'était extrêmement lourd à gérer et certains ont eu un effet maintenant de dire bon, mais écoutez, les vaccins, maintenant il y en a marre, j'arrête un peu pendant quelques temps et puis je verrai si je reprendrai. C'est le genre de choses qu'on a entendu beaucoup dans nos consultations, notamment par rapport à la grippe. Donc, non, on ne nous enlève rien. Simplement, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une coordination, qu'il y ait une coopération, vous l'avez appelé comme ça dans votre titre, et qu'il y ait une coordination et que donc l'ensemble des professionnels, et notamment le médecin traitant, ait le retour d'informations. Et ça a peut-être un petit peu été moins bien suivi par certains. Donc, nous, on appelle de nos voeux que tout ça soit bien enregistré et que le médecin traitant ait l'information sur la vaccination qui a été faite en dehors de sa pratique. On va avoir le loisir de développer cet aspect. Audrey, donc vous êtes mère d'un petit garçon de 4 ans. La vaccination en pharmacie, pour vous, plus pratique, quels sont les points positifs? Sachant que, on peut le dire, vous pouvez faire votre coming out aujourd'hui, vous êtes pour la vaccination. Oui, Boris. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, je suis pour la vaccination. Et c'est vrai qu'aller en officine pour aller se vacciner, ça apporte une proximité, une accessibilité qui est peut-être plus facile aujourd'hui que d'aller voir le médecin généraliste, même si effectivement le médecin généraliste doit garder ce suivi de vaccination. Aujourd'hui, on ne se le cache pas, l'accès aux professionnels de santé, c'est compliqué. Avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste, c'est parfois compliqué. Donc effectivement, on a plus tendance à se tourner vers le pharmacien et à aller chercher des conseils auprès de son pharmacien. Et donc, effectivement, pour moi, ça paraît logique qu'il y ait cet acte de vaccination qui puisse être fait dans la continuité de ce suivi collaboratif entre tous les professionnels de santé, dans un souci d'efficacité pour les gens comme moi, du coup. C'est l'aspect pratique. Historiquement, donc, on part de la grippe. Partons de la grippe, justement. Vous dites que l'expérimentation a porté ses fruits puisque ça a été généralisé. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un seuil, un pic où ça stagne ou on en est où par rapport à cette vaccination? Alors, pour ce qui est de la grippe, on avait des chiffres qui étaient relativement élevés. Et comme l'a dit le docteur Bensoussan, c'est vrai que le Covid a changé un peu les choses. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des vaccinations Covid régulières tous les quelques mois, tous les 6 mois, comme ça a été pendant la période du Covid, on pense un peu moins aux autres vaccinations. En plus, l'isolement fait qu'il y avait une moindre propagation. Et quelque part, la grippe en a souffert. Il y a eu un ressaut très important juste l'année derrière le Covid. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que pour ce qui est de la grippe, les chiffres sont plutôt à la baisse. Je n'ai pas les chiffres, ça doit être moins 5, moins 6% l'année dernière. Et c'est quand même très dommage parce que c'est dangereux. La grippe, pour exemple, cette année, sur la région Occitanie, les urgences ont été saturées au mois de janvier à cause d'une épidémie de grippe qui était beaucoup plus faible, évidemment, que si on ne vaccinait pas, mais qui était encore assez forte parce qu'en fait, on a encore pas mal de gens qui échappent à la vaccination contre la grippe. Et donc, c'est pour ça que ça fait partie des éléments dans lesquels la coordination de tous les professionnels de santé est très importante parce que c'est le même message qui doit être passé par les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les sages-femmes, de dire il faut se vacciner, il faut vacciner les personnes âgées, il faut vacciner les personnes fragiles, il faut vacciner les femmes enceintes, il faut qu'on arrive à une couverture de vaccination grippale suffisante pour éviter justement ces saturations des urgences et malheureusement le nombre de morts qui va avec. Donc aujourd'hui, pour ce qui est de la grippe, on est à un plateau et il faut redonner un nouvel élan sur cette vaccination. C'est très important. Audrey, vous souhaitez réagir? Oui, en fait, moi, en tant que patient, témoin, etc., ce qui est peut-être un moyen d'expliquer ce phénomène, c'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être une incompréhension sur le vaccin Covid, le vaccin de la grippe, et tout se mélange peut-être pour les utilisateurs, enfin pas les utilisateurs, mais pour les patients, c'est-à-dire, bon, je me suis fait vacciner contre le Covid, c'est bon, je n'ai pas besoin de me faire vacciner contre la grippe. Or, c'est extrêmement important, comme vous le disiez, puisqu'on ne se vaccine pas que soi-même, on vaccine aussi pour les personnes qui sont plus vulnérables,
à côté de nous. Donc effectivement, je pense qu'il y a, comme vous le disiez, ce besoin d'éduquer, d'expliquer, parce qu'aujourd'hui, pour une personne lambda, c'est bon, j'ai fait 3 ou 4 vaccins de Covid, la grippe saisonnière, c'est pas très important du coup. Jean-Louis, sur cette problématique. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il faut continuer d'expliquer, de réexpliquer et de changer le mode d'information des patients sur la grippe. Les campagnes qui ont été faites, vous vous souvenez, à la télé, à une époque, il y avait Pierre Tchernia pour les plus anciens, vous vous souvenez, voilà, qui venait parler de ça. C'est fini, ça. Il faut plus en parler comme ça, quoi. D'abord parce que il ne faut pas que vacciner que les personnes âgées. Il faut aussi aller chercher, comme tu l'as dit, les personnes à risque, les femmes enceintes, etc. Il faut expliquer aussi, et ça c'est compliqué à dire, que ce n'est pas une vaccination qui empêche d'avoir la grippe à 100%. Voilà, c'est quelque chose qui passe mal, ça. De la même façon, d'ailleurs, que la vaccination Covid. Et ça, on l'a bien expliqué, les épidémiologistes l'ont dit et redit, ça ne couvre pas, ça n'empêche pas de contracter le virus. Simplement, ça atténue considérablement la maladie et ça atténue surtout la transmission. C'est ça qu'il faut, c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut bien cibler les choses par rapport à la grippe. Et on voit aujourd'hui que augmenter le nombre de vaccinateurs par rapport à une maladie comme celle-là n'améliore plus le score. On est arrivé à un seuil et que les gens que nous vaccinions Jean-Marc parlait avant... de plateau tout à l'heure. Oui, tout à fait. Comment on fait pour le déplacer, ce plateau? On communique. Il faut que c'est vraiment la communication, l'éducation, que les gens prennent bien conscience, effectivement, que on est quand même toujours pareil dans un monde un peu individualiste. Et c'est vrai que, je pense qu'Audrey de le penser, se dire à un certain âge, on se dit bon, même si j'ai la grippe, c'est pas bien grave, je ne vais pas en mourir. Mais en fait, c'est le côté, je me vaccine pour protéger tout mon entourage, mes parents, mes grands-parents, et voilà, peu importe. Le problème, c'est qu'il y a un aspect sociétal que j'ai rapidement évoqué au départ, et vous l'avez dit avec le Covid, c'est qu'il y a des contestations de ça, il y a une lassitude, il y a parfois des mélanges, on se dit, bon, je suis vacciné pour un, je suis vacciné pour tout. On est quand même dans une phase un petit peu complexe de conviction, où il y a des gens qui sont vraiment arc-boutés. Alors, peut-être sans doute que les gens qui doutent ou qui sont anti-vax sont moins nombreux qu'on ne le pense, qu'ils ont une caisse de résonance importante grâce au réseau. Néanmoins, ils existent. Donc, si on est dans une phase aujourd'hui où il y a une contestation des vaccins, c'est encore plus compliqué d'éduquer et de convaincre. Oui, enfin, moi je pense que ce n'est pas les anti-vax qu'il faut aller chercher. Ceux-là, on ne les aura jamais. Ils ne viendront pas à la vaccination, dont acte. Enfin, moi, personnellement, pourtant j'ai un long passé de militants de la vaccination, je ne vais plus les chercher parce que leurs arguments aujourd'hui sont difficilement tenables et on a du mal à aller contre un certain nombre de choses qui circulent. C'est peut-être un petit peu plus large, d'ailleurs, un problème de société, de vivre ensemble qui est un petit peu morcelé. Oui, et voilà, vous êtes en bout de, piste. Par contre, il faut aller chercher ceux qui ont été vaccinés et qui ne le font plus. Ceux-là, c'est à mon avis une cible qu'il faut... Et ils sont nombreux, ils sont extrêmement nombreux. Il y a aussi des choses qui circulent. On peut se vacciner qu'une fois tous les 3 ans. Ça, c'est encore une idée reçue qui circule. On peut attendre le plus tard possible, on peut attendre que l'épidémie démarre pour se vacciner plutôt que de le faire en octobre quand on a les doses qui arrivent dans les pharmacies. C'est complètement absurde, mais ça reste dans le champ et ça empêche la crédibilité de la vaccination, parce que quand on le fait trop tard que l'épidémie est commencée, forcément, ça ne sert plus à grand-chose. Enfin, ça sert un peu, mais beaucoup moins que si on le fait en amont, de manière large. Et là, on protège l'ensemble de la population contre la diffusion du virus. Audrey. Oui, je vais juste rebondir en fait sur ce que vous venez de dire. Effectivement, on est sur un aspect sociétal. Étant chargée de communication, du coup, je peux m'en rendre compte puisque je suis quotidiennement sur les réseaux sociaux. Pour le boulot. Pour le boulot, bien super sûr. Boulot. Exactement. Et à titre personnel aussi, quand même. La recherche d'informations ne se fait plus au travers des professionnels de santé, mais au travers des réseaux sociaux. Donc, un jeune homme ou femme va aller se renseigner auprès de TikTok, sur TikTok, sur Instagram, et des pseudo-professionnels ou des gens qui vont s'auto-proclamer professionnels de santé vont avoir des discours qui sont extrêmement dangereux pour la santé publique de chacun. Et ils ont une portée effectivement très, très forte parce qu'ils sont sur un réseau social effectivement dynamique. Et c'est en ça où il faut effectivement, on ne peut pas convaincre un anti-vax. Ça, c'est impossible. Il y a un biais cognitif, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, ils s'auto-alimentent eux-mêmes. Mais par contre, effectivement, ils ont un pouvoir
d'influence qui est fort. Et le système d'un réseau social, je ne vais pas vous l'expliquer, mais on a un algorithme et plus on va nous pousser de plus en plus d'informations par rapport à un sujet. Donc effectivement, l'engrenage, le petit vélo peut vite partir. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, la place du professionnel de santé, la façon de communiquer, la façon dont il a apporté l'information est capitale. Du coup. Ça veut dire que Jean-Marc et Gérald vont devoir aller sur TikTok. Donc, non. Là, il y a du boulot. Non, mais concrètement, ça veut dire qu'il va falloir, peut-être pour convaincre une certaine catégorie de la population qui délaisse un petit peu le vaccin, aller les reconquérir. Donc déjà, ceux qui viennent en officine, c'est plus facile pour vous. Enfin, plus facile, il y a quand même cette démarche-là. Mais il va falloir peut-être envisager donc d'être sur les réseaux. Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est plus dans l'entretien tête-à-tête qu'on arrive à convaincre des personnes, ou en tout cas leur faire toucher le début du commencement d'une réalité. Et on a la chance, dans nos métiers de professionnels de santé, d'être continuellement en tête-à-tête avec les gens et de lancer la conversation qui va partir par des biais parfois très curieux. On va parler de leur famille, des pathologies des Et vous sentez qu'il y a une grands-parents. appétence, vous, en tant que pharmacien, que le dialogue, il s'est des... Oui, complètement. Il y a quand même, c'est un espace de dialogue. C'est-à-dire qu'on cherche à présenter nos arguments tout en acceptant les arguments des personnes en face. Et c'est ce que l'on fait tous les jours. On reçoit des dizaines, des centaines de personnes tous les jours. Donc on n'est pas dans la confrontation, on est dans la présentation d'une manière raisonnable des arguments. Et c'est vrai que les réseaux, comme vient de le dire Audrey, les algorithmes font que de toute façon, si on a pris une position, l'algorithme ne va pas ne vous présenter que des éléments qui vont aller dans votre sens. Et quelque part, ils sont très difficiles à toucher par quelque chose qui ne serait pas dans le mouvement de ce qu'ils reçoivent d'habitude. Moi, je crois plus à la confrontation personnelle et je pense qu'il y a aussi des outils qui existent, qui sont très intéressants sur la présentation des vaccins et de leurs intérêts et répondre à toutes les polémiques. Et il y a un site qui s'appelle Vaccination Info Service, qui est sincèrement quelque chose de formidable à aller voir. C'est très facile d'utilisation, c'est très technique aussi, puisqu'on peut avoir plein d'informations sur le carnet vaccinal, des choses comme ça. Et il y a plein d'arguments qui sont présentés d'une manière vraiment simple et objective, qui vont dans ce sens-là, et ça fait partie des outils qu'il faudrait faire connaître un peu plus. Et je pense que notre rôle de tous les professionnels de santé, de toutes les structures qui existent, c'est aussi de faire des campagnes pour petit à petit mettre la petite graine qui fait que les gens vont accepter de plus en plus la vaccination. Il y a aussi un autre élément qu'il ne faut pas cacher, c'est qu'on est devant une multitude de vaccins, même s'il y a des vaccins dans lesquels il y a 5-6 souches, 5-6 maladies différentes, mais on est devant une multitude de vaccins avec un carnet de vaccination, un calendrier de vaccination qui parfois est un peu complexe et dans lequel les personnes se perdent. C'est-à-dire, Est-ce que je suis à jour? Est-ce que je dois le refaire? Voilà. Est-ce que je fais le rappel? Jean-Louis, vous souhaitez réagir? Oui, non, c'était juste par rapport à la grippe pour ajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, le pharmacien a un avantage sur le médecin, c'est qu'il va convaincre et derrière, il peut faire l'injection tout de suite puisqu'il l'a dans son frigidaire. Nous, on n'a pas le vaccin dans le frigidaire. Et donc, quand on convainc quelqu'un de le faire, on pense avoir bien rempli notre rôle, mais il faut qu'il aille à la pharmacie. Il y a ce temps de latence et cet effort à faire pour et là, aller il y a dans une l'officine. déperdition. Et donc, moi, je milite depuis longtemps, très longtemps, pour qu'on ait aussi accès au vaccin et qu'on puisse avoir quelques doses de vaccin dans nos réfrigérateurs pour le faire dans la foulée de l'explication. Ça, voilà. Moi, je le fais, je le bricole avec mon officine locale, enfin, je le bricolais, pardon, je me pense encore en activité. Jeune retraité. Voilà, je le faisais, c'est-à-dire que tous les ans, j'allais chercher une centaine de vaccins et ensuite, je rapportais les 100 bons de vaccination à la pharmacie et ça se passait comme ça. Mais c'est du bricolage, alors qu'il faudrait l'instaurer comme quelque chose de possible. Et là, on serait dans une dynamique qui, à mon avis, boosterait la vaccination. Sur le calendrier vaccinal, simplement, pour l'adulte, il y a 3 dates, 25 ans, 45 ans, 65 ans. Si ça c'est une campagne de communication qu'il faut faire. C'est simple, 25, Déjà, 45, je savais pas, 65. donc, Mais voilà. Moi non plus. Voilà. Déjà, on l'apprend 25, aujourd'hui. 45, 65, il n'y a que 3 dates. Ouais, donc 3 dates où on s'occupe du tétanos et 65 où on peut commencer la vaccination grippe. Donc c'est assez simple. Ça a été simplifié. C'est beaucoup plus complexe pour les enfants, mais c'est simple pour les adultes. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer les deux types de vaccination, je pense.
Audrey ? Effectivement, on pense rarement en fait quand on doit faire nos rappels en tant qu'adulte, on pense souvent aux enfants et effectivement, vous faites bien de me le rappeler. Mais c'est vrai que du coup, les adultes dans la vaccination, on pense grippe, Mais là, on vous êtes pense. entre les deux, Audrey, donc Eh oui, il y a un peu de temps encore. oui, c'est vrai. Gérald, Après, juste... oui, je voulais dire que effectivement la vaccination grippe nous a permis d'avoir une proximité avec le patient qu'on a gardé depuis donc maintenant plusieurs années. Et après, il y a aussi une autre population, c'est les adolescents. Les adolescents, en fait, on arrive quand même à les capter, parce qu'il y a quand même une grande campagne là qui est de vaccination pour le papillomavirus, qui est quand même un grand fléau de notre société aussi. Voilà. Et ça, je pense que ces ados ne vont pas chez le médecin généraliste, ou rarement, rarement, le 19, voilà. À moins que... Un peu moins, Et a petit peu fortiori moins. pour parler des choses un peu intimes, puisque l'on rappelle que la Voilà. transmission du papillomavirus se fait lors des rapports sexuels. Oui, voilà, exactement. Que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon. Et donc, en fait, avec des conséquences quand même très graves. Et là, je pense qu'un jeune garçon qui vient nous acheter une boîte de préservatifs ou des choses comme ça, on peut déjà commencer à en parler. Voilà, même il aurait fallu en parler avant, parce que c'est avant, normalement, les premiers actes. Voilà. Mais bon, déjà, s'ils sont déjà, on va dire, en train d'avoir une petite vie amoureuse, s'ils sont protégés, on peut encore les vacciner. Alors, Ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que cette population-là, le pharmacien, je pense, c'est la première cible. Voilà. Et donc, moi, je n'hésite pas à dire juste une petite phrase. Vous savez que ça existe. Voilà. Renseignez-vous, regardez même sur les réseaux ou les choses comme ça, et c'est quand même important. Et ça, ils sont quand même beaucoup à l'écoute. Oui, Et ça, ils ne sont pas du tout au courant. Absolument ce que pas au vous courant. sous-entendiez en disant que c'est grave, c'est surtout grave pour les femmes, parce que ça peut Alors, dégénérer cancer sur de un l'utérus cancer de chez la femme, l'utérus. oui, condylome chez l'homme, avec y a Et c'est pour ça qu'on privilégie les jeunes garçons avant leur avoir premier leur rapport, activité de sexuelle. façon tout à fait. à éviter la dissémination. Oui. En plus, l'argument pour le HPV, c'est, vous m'aviez dit qu'on a échangé pour préparer, avec un vaccin, on supprime un cancer. Oui, Quand même, c'est ça. Communication, c'est quand même impactant. C'est impactant. Tout à Mais fait. on est encore dans cette situation, en queue de comète du Covid et du reste, ou de dire, encore un vaccin. Voilà. Alors, on a vu que Alors, la un grippe... petit peu moins peut-être, je pense, pour les adolescents. Enfin, je suis pas sûre que... Je pense que encore un vaccin, je sais pas. Je suis pas sûre que les adolescents là, de 17, 18 ans disent encore un vaccin. Je pense que c'est plus les adultes qui ont... Enfin, je sais pas. Je pense qu'ils sont plus dans l'optique de se dire pourquoi je dois me faire vacciner en fait. Qu'est-ce qu'on m'injecte? Et là, on est dans l'éducation en fait à la vaccination. On est vraiment dans pourquoi je fais ça, qu'est-ce que c'est un vaccin, comment ça fonctionne. Et là, effectivement, le pharmacien peut apporter ces éléments de réponse du coup. Oui. Mais ça fait partie, le HPV, des vaccins qui souffrent de leur nom. C'est-à-dire que les autres vaccins portent le nom de la maladie contre laquelle ils protègent. Cela, HPV, qu'est-ce que c'est HPV? Si on l'avait appelé vaccin du cancer du col de l'utérus, bon, il y a d'autres cancers, mais au moins ça, je pense que ça a été la même chose pour l'hépatite B. Les gens n'ont pas compris pourquoi le vaccin de l'hépatite B était aussi important par rapport au cancer du foie. Et ça, c'est quelque chose, une fois qu'on l'explique et qu'on le dit, ça passe déjà mieux. Alors, pour l'hépatite B, on a réglé la chose, puisque maintenant c'est obligatoire dès la petite enfance. Pour le HPV, il va falloir trouver une solution, parce que, pareil, on est à un plafond, là, ça ne monte plus. Oui, Jean-Marc. la vaccination contre le papillomavirus a commencé d'une manière assez intensive à l'automne de 2023, quand il y a eu une campagne qui a été faite pour vacciner les adolescents au collège, en 5e, avec un objectif ambitieux sur plusieurs années d'arriver à 70% de vaccination. Sur un objectif sur la première année de 30%. Malheureusement, on sait qu'on est loin de ces résultats. On est à peu près à 10%. Ce qui veut dire que c'est déjà le début, mais il faut être très pugnace dans ce sens-là. Et c'est un challenge intéressant, parce que, comme ça vient d'être dit, c'est un vaccin qui supprime une maladie, qui supprime un cancer, avec des résultats dans d'autres pays qui sont absolument impressionnants. Donc il faut qu'on y aille dans ce sens-là, et je pense qu'il y a une lourdeur qui existe, qui est une lourdeur de conviction, une lourdeur de l'exemple, d'en parler. Il faut qu'à un moment la mayonnaise prenne et que ça se fasse. Et aujourd'hui, toutes les
tous les professionnels de santé, parce que là, tout le monde est impliqué, travaillent dans ce sens-là, en parlent. Quand en pharmacie, on rencontre une maman, on a parfois l'occasion de lancer la conversation là-dessus. Parfois, on voit son enfant que l'on a vu au collège lorsqu'on l'a vacciné. Les médecins savent qu'il y a des âges clés où il faut en parler. C'est donc le 6e, 5e, parce qu'on vaccine à partir de 11 ans, et ainsi de suite. Et je pense que ça sera un des prochains challenges pour rentrer aussi dans faire accepter la vaccination en disant, bon, là, vous avez un vaccin, il est tellement efficace et tellement impressionnant que vous ne pouvez pas ne pas le faire. Et petit à petit, ça permettra aussi d'augmenter tout le reste. C'est un mouvement général, en fait. Alors, on a parlé grippe, on a parlé HPV. Est-ce qu'on peut se faire vacciner? De quoi on peut se faire, contre quoi on peut se faire vacciner en pharmacie, Gérald? Par exemple, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, par exemple, surtout chez la femme enceinte. Voilà, la femme enceinte, on sait qu'il faut, c'est recommandé de la vacciner au 2e trimestre de sa grossesse. Donc exactement, c'est idéalement entre le 20e et le 36e semaine d'aménorrhée. Et là, parce qu'en fait, le fait d'être vaccinée, elle va permettre à son fœtus d'être immunisé dès la naissance. Voilà, fœtus qu'on ne peut, nourrisson qu'on ne peut vacciner sinon qu'à partir du 2e mois. Donc pendant ces 2 mois, si la maman se vaccine, elle permet en fait d'immuniser son enfant. Voilà, donc ça par exemple, et les femmes enceintes, je pense qu'elles sont très sensibles à cet argument. Et voilà, donc elles viennent très très souvent. Audrey, ça s'est bien passé pour vous quand vous étiez enceinte, puisque c'était en plein Covid. C'est ça. Du coup, ça s'est très bien passé, effectivement. Mais alors, moi, je n'étais pas au courant, effectivement, de ce vaccin. J'aurais aimé le faire. J'ai accouché 3 jours après le premier confinement. À l'époque, c'était la peur du Covid et j'avais cette peur viscérale qui, du coup, m'a fait accoucher, d'attraper le Covid puisque ça impliquait que j'allais être séparée de mon enfant pendant les 15 premiers jours de sa vie. Donc, effectivement, cette population des femmes enceintes, on est forcément plus réceptive à ce type d'argument pour protéger l'enfant qui va naître et on est très sensible aussi à l'entourage futur de cet enfant. Je pense au vaccin, alors je ne sais plus lequel, si c'est pas la tuberculose ou je sais plus. La coqueluche. La coqueluche, voilà, merci. Où on vérifie bien tous les carnets santé des membres de la famille qui vont s'approcher du nouveau-né. Oui. Et ça s'est bien passé, cette période-là? Joker. Alors, ce qui est quand même singulier dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on se dit finalement, il y a quand même une époque où on avait plus peur de la maladie que du vaccin. C'est ça que vous sous-entendiez. Moi, j'avais très très peur d'avoir le Covid, donc je me vaccine. Alors qu'aujourd'hui, bon, excusez-moi de creuser un peu ce sillon, parce que c'est celui de la société actuellement, on a l'impression que le vaccin fait davantage peur que la maladie. C'est vraiment un luxe de pays occidentalisés, parce que les pays en voie de développement ne se posent pas cette question, Jean-Louis. Complètement. Et c'est tout à fait... vous ne l'avez pas dit dans ma présentation, parce que je ne vous l'avais pas dit quand on a échangé avant, j'ai aussi fait partie du groupe qui a mis en place l'obligation vaccinale pour les enfants, qui à l'époque était présidé par le professeur Fischer, dont on a beaucoup entendu parler pendant le Covid. Donc ça a été ça qui a déclenché notre décision de rendre obligatoire les vaccinations de l'enfant. Ça a été contesté à l'époque, hein, souvenez-vous, et pourtant c'est très bien passé dans la population, et aujourd'hui, on a une couverture des enfants, de la petite enfance, qui est remarquable, qui a atteint maintenant des 90-95%, bon, parce qu'il y aura toujours 5% d'irréductibles. Mais je pense que c'est une évolution qu'il va falloir aussi peut-être mettre en place pour d'autres vaccins. Je pense à HPV. Il y a une réflexion aujourd'hui par rapport à ça, pour justement franchir ces blocages qui opèrent. Mais je reviens sur mon rappel des 25 ans et les femmes enceintes, si elles font leur rappel des 25 ans, c'est pas la peine de le refaire hein, pendant la grossesse. Hein, voilà, elles sont à jour. 25 ans, aujourd'hui, l'âge de la première grossesse, vous le savez, quand même au-delà de 30 ans, enfin autour de 30 ans. Donc ce rappel, ce rappel des 25 ans est quand même important. On a fait sauter un rappel, vous parliez des ados, on a fait sauter un âge qui était celui de 16 ans où il y avait une vaccination. Aujourd'hui, elle n'est plus nécessaire puisqu'on passe de 11. Voilà. C'est un peu dommage parce que c'était un rendez-vous intéressant médicalement avec cette population des ados. Bon, voilà. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est un regret. On a voulu simplifier et en même temps, en simplifiant, on a fait sauter cet âge. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces vaccinations.
Alors, Jean-Marc, on parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir une coordination. J'aimerais qu'on y vienne, puisque dans le titre de notre échange, il y a cette collaboration interprofessionnelle que vous appelez tous et toutes de vos voeux, mais qui, dans les faits, n'est pas forcément optimale pour l'instant. Alors, optimale, elle le sera que quand ça sera, que les années passeront et que ça se mettra en Oui, place. parce Mais, qu'on est né au tout début. Donc mais c'est une coopération, c'est ce qu'on appelle l'exercice coordonné, qui est dans une phase ascendante à tous les niveaux. Les patients savent qu'il existe des maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont des structures locales, souvent à la taille de la commune ou du quartier, qui permet de coordonner l'activité des professionnels de santé. Ce que voient les patients, c'est souvent l'aspect, je dirais, immobilier, c'est-à-dire une maison dans laquelle il y a tout le monde. Alors qu'en réalité, les maisons de santé sont surtout des structures qui peuvent fonctionner avec des gens qui ne travaillent pas physiquement au même endroit, mais qui travaillent ensemble en coordonnant leur activité tous les jours, que ce soit les infirmières avec les médecins avec les pharmaciens, et ainsi de suite. Et ça, c'est très important parce que ça permet de fluidifier le parcours des patients, d'éviter qu'il y ait des patients qui passent au travers de certaines actions que l'on peut faire, et ça permet aussi de développer des actions de santé publique, comme par exemple la promotion de la vaccination. Et au-dessus de ça, il y a des structures qui sont des structures de la taille du canton, qui s'appellent les CPTS, et les communautés pluriprofessionnelles de territoire de santé, CPTS, et qui, elles aussi, sont chargées d'aider la fluidité entre les actions des professionnels de santé. Et dans les deux cas, ce qui est important, c'est que la première chose, c'est la communication entre les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'il y a une obligation d'avoir des logiciels qui permettent de faire passer l'information de l'un à l'autre. L'interopérabilité. Voilà. Ouais. Et ça, c'est très important. Pas si facile à faire, parce qu'on ne travaille pas de la même façon avec les logiciels, que ce soit le médecin, quand il va faire une visite chez quelqu'un, il n'a pas obligatoirement son ordinateur avec lui. L'infirmière, le pharmacien, nous, on est très informatisés, mais avec une visée très médicament quand même. Et donc, les gestes que l'on fait, comme la vaccination, sont en train de s'intégrer petit à petit dans ces logiciels. Et ça, cette communication, c'est très important, parce que c'est celle qui est la base de l'efficience locale, qui permet de perdre moins de temps, de perdre moins d'actions sur les patients, et d'arriver à une coordination pour une meilleure efficacité pour le patient, pour un gain de temps pour tous les professionnels de santé, et puis surtout pour que les patients bénéficient d'un suivi plus serré. Jean-Louis, si on se focalise précisément sur cette coordination territoriale via les CPTS. Oui, c'est un élément essentiel d'évolution aujourd'hui de la santé territoriale et donc d'une population sur un territoire. Enfin, les professionnels de santé libéraux, dans leur totalité, peuvent mettre en place des actions en coordination avec les collectivités territoriales, avec d'autres acteurs, et c'est le cas dans la CPTS où je suis, et notamment sur la vaccination. Et ces CPTS ont un certain nombre d'objectifs à atteindre. Et ces objectifs, en termes de vaccination, c'est par exemple de faire progresser tel ou tel pourcentage de vaccination, grippale, HPV ou autre. Donc on a des objectifs à atteindre, et on se met tous autour de la table et on trouve les bonnes actions. Et les bonnes actions passent par la coordination, passent par justement les pharmaciens, vous allez faire ça, les infirmières, vous allez faire ça, les kinés, vous pouvez faire ça, nous, médecins, on peut faire ça. Et si on se met d'accord tous ensemble, on pense qu'on peut avoir une incidence sur les résultats en termes de santé publique, parce que c'est ça l'objectif, hein. C'est au final d'arriver à couvrir beaucoup plus la population qu'elle n'est aujourd'hui. Alors on a un blocage, et ça aussi la commission à laquelle j'ai participé il y a quelques années n'a pas réussi à franchir ce blocage, et je voulais pas oublier d'en parler, c'est que la totalité des vaccins, alors qu'on est dans de la prévention et qu'on nous parle de prévention à longueur d'interviews de ministres de la Santé, la prévention n'est pas prise en charge à 100% dans notre pays. Et ça n'est pas logique. On a rendu obligatoire toutes les vaccinations de l'enfant. Elles ne sont pas prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Il y a encore un ticket modérateur. Je trouve que ça, c'est une aberration dans notre système de santé. Il faudrait lever le ticket modérateur sur l'ensemble des vaccins à partir du moment où ils ont une utilité publique et une utilité de santé publique. Et ça faciliterait
ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est-à-dire la mise à disposition des vaccins dans nos réfrigérateurs, dans nos cabinets médicaux. Parce que là, il n'y aurait plus le blocage de la distribution, puisque ça serait du 100%, comme le vaccin grippe ou comme l'a été le vaccin Covid. Bon, là, c'était des stocks État, c'est un peu différent. Mais on pourrait trouver une solution s'ils étaient à 100% régime obligatoire et non plus avec les régimes complémentaires. Au-delà de ces aspects-là, qu'est-ce qui bloque finalement? Pourquoi c'est pas aussi fluide vous l'avez dit, c'est parce qu'on en est au tout début. Est-ce que vous voyez d'autres points d'achoppement qui pourraient sauter dans le futur? Là, je m'adresse aux 3 professionnels de santé. Le fondamental, c'est que nous sommes tous des professions libérales. Donc, il y a une notion de liberté de l'exercice. Donc, quelque part, ce n'est pas la coercition, ce n'est pas l'obligation qui fera avancer les choses. On revient un peu à la même chose, c'est-à-dire c'est la conviction et l'intérêt bien compris de chacun. Et petit à petit, c'est en train de se mettre en place. Les structures sont naissantes, je parle surtout des CPTS, et sont en train de petit à petit de convaincre tout le monde de l'intérêt des choses et de l'intérêt de fonctionner ensemble et de passer au-dessus des petites lourdeurs que ça peut entraîner sur tous les jours pour l'intérêt général de l'activité des professionnels de santé et des patients. Je pense que ça ne se fait pas un jour. Il faut avancer tout doucement. On passe tout notre temps à faire avancer cette notion d'exercice coordonné. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes générations, que ce soit les médecins, pharmaciens, infirmières, tous sont absolument demandeurs de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils veulent tous travailler d'une manière coordonnée. Ils ne veulent plus travailler seuls, sans aucun contact avec les autres professionnels de santé, mais au contraire, ils veulent arriver à ce qu'il y ait une bonne coordination. Et donc la nouvelle génération est très moteur dans ce sens-là, et ça nous donne beaucoup d'espoir parce que c'est l'avenir du fonctionnement. On ne pourra pas fonctionner comme on l'a fait avec des pôles individuels de personnes isolées travaillant dans leur coin. Demain, ça sera de la coordination obligatoirement. Donc c'est cuit pour les vieux, mais l'espoir réside dans les jeunes. Merci non, Jean-Marc. Jean-Louis conteste. Oui, non, je conteste. La coordination, c'est vrai qu'ils sont pour quand on les interroge. Après, sur la mise en pratique, je mettrai un petit bémol par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que voilà, il faut aussi balayer devant notre porte. Il y a aussi des populations anti-vaccins chez les professionnels de santé. Hein. C'est minime. Chez les médecins, c'est entre 5 et 10% quand même. C'est pas négligeable. Qui continuent à avoir des discours anti-vaccins. On a vu des médecins qui mettent le tampon dans le carnet de santé sans avoir fait le vaccin. Ça existe. Il ne faut pas se cacher un certain nombre de choses qui nous scandalisent, mais elles sont là. Donc, à nous aussi de lever ces blocages. Je parle des médecins, mais il y a aussi des infirmières qui sont contre les vaccins. Il y a aussi des pharmaciens qui hésitent à promouvoir le vaccin. Voilà, il faut le dire dans une réunion telle que celle-là. Donc ça aussi, ce sont des blocages. Mais la coordination territoriale, ça demande des efforts aussi des professionnels de santé pour rentrer dans ce jeu-là. Et certains n'ont pas envie de les faire, ces efforts. Audrey? Effectivement, qui ne rêve pas de ne pas répéter encore et encore la même histoire à son professionnel de santé, du coup, en fonction des profils qu'on rencontre. Donc, je pense qu'en tant que patient, on a vraiment envie de voir ce genre de solution coordonnée entre tous les professionnels apparaître. Et je sens effectivement que ça arrive. Mais je pense qu'il y a peut-être des lourdeurs administratives qui sont indépendamment du coup de l'activité, que ça soit, j'imagine que chez les deux, vous devez remplir plein de papiers, plein de dossiers, etc. Si les choses étaient peut-être un peu plus automatisées et un peu plus fluides, ça nous permettrait, nous, en tant que patients, d'avoir un suivi coordonné et vous, de vous consacrer juste aux patients. En fait, là, c'est la problématique de la donnée de santé qui est très sensible en termes de liberté individuelle aussi et de protection. Où est-ce qu'on met le curseur entre une fluidité pour nous et une praticité, hein? Je rappelle qu'on a quand même un Allemand qui s'est fait vacciner 192 fois contre le Covid, donc il était vraiment passé en dessous. Là, c'est pour l'anecdote, dans les mailles du filet. Et de l'autre côté, la volonté de garder aussi des informations de santé qui peuvent être sensibles, vendues à des tiers. Vous voyez, c'est... Ah oui, la cybersécurité, là, dans ce cas-là, doit être extrême, oui, effectivement. Oui. Jean-Louis. On a quand même mis en place avec Covid, utilisons la crise Covid dans le bon sens, des outils absolument fantastiques, je le dis. Une application qui a été mise en place très vite,
nous, un système pour rentrer la vaccination qui immédiatement apparaissait sur l'application qui était disponible pour tout le monde. Enfin, les outils existent, ils sont là. Mettons-les en application sur les autres vaccinations, sur la grippe, sur d'autres. Et je ne vois pas pourquoi il y a ces blocages alors que les outils ont été mis en place à une vitesse folle. Bon, ça a coûté des sous, mais voilà, autant les utiliser maintenant que ça a coûté de l'argent. Même l'assurance maladie... La réponse est peut-être dans la question, Jean-Louis. Oui, mais non, mais d'accord, mais l'assurance maladie elle-même a mis en place des outils de manière rapide, efficace. On avait au jour le jour la liste des personnes de plus de 65 ans à risque qui n'étaient pas vaccinées Covid. Faisons-le aussi pour la grippe. On demande ce genre de choses, on ne l'obtient pas, c'est dommage. Alors, il y a des questions qui se posent, puisqu'on parlait de cet exercice coordonné. Des gens d'un certain âge, prenons moi par exemple, je ne sais plus du tout où j'en suis de mes vaccins. Je fais comment, quelque part? Parce que j'ai plus de carnet de santé depuis... Enfin, le mien, il date de 72, donc c'est un peu compliqué. C'est un énorme problème parce qu'en fait, il n'y a pas encore de système universel dans lequel on peut retrouver les vaccins que l'on a déjà fait, puisque c'était avant l'ère de l'informatique et du numérique. Nous, dans les pharmacies, on passe nos journées à se battre avec des gens qui n'ont pas de carnet de santé ou pas de carnet de vaccination, à reprendre des vaccins, des carnets de vaccination et essayer de les remplir avec ce qu'on peut récupérer comme information. Et c'est vrai qu'on est dans un moment clé où la structure d'information sur notre dossier santé, qui est Mon Espace Santé, n'est pas encore alimentée par le passé. Alors là, on en parle justement. Mon Espace Santé, c'est le carnet de santé numérique. Oui. On y a tous accès d'office, sauf si on dit non, je ne veux pas y avoir accès. Mais pour l'instant, il n'est pas encore totalement nourri par les professionnels. Par méconnaissance ou par c'est chronophage de remplir Non, mais si par exemple il y avait un outil, on fait la vaccination grippe, on fait la vaccination d'été polio, et automatiquement ça vient s'incrémenter dans Mon Espace Santé, ça serait fantastique. Voilà, c'est le genre de choses qu'on a mis en place encore une fois pour Covid et qu'on peut mettre en place. Mais aujourd'hui, on n'a pas cet outil. Alors donc, pour répondre parfaitement à la question qui est posée, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous avez autour de 45 ans, c'est ça? Voilà. Très gentil. Un tout petit peu plus. Donc, si vous ne vous souvenez pas avoir fait un rappel à 45 ans, ça s'appelle le rattrapage. On fait le rappel et ensuite, vous reprenez votre calendrier. Aujourd'hui, c'est à peu près codifié. Donc, même si vous le faites à 48 au lieu de 45, vous referez le rappel à 65. Voilà, c'est un exemple que je cite, mais cette modalité de rattrapage est assez simple et assez facile à mettre en œuvre. Parfait. Alors, je reçois des questions qui sont des questions pratico-pratiques, donc vous pourrez vous en saisir. Est-ce que le pharmacien peut vacciner mon enfant? Alors, le pharmacien n'a le droit de vacciner qu'à partir de 11 ans. Voilà, c'est clair. Alors, j'ai une question un petit peu tendancieuse. Est-ce qu'en pharmacie, la vaccination se passe bien, Gérald? Ben oui, oui, elle se passe bien. Je n'ai jamais eu de soucis, effectivement. Donc, oui. Dans les personnes que vous devez convaincre, alors on a une question, on a un peu traité, mais j'aimerais qu'on y revienne sur les femmes enceintes, parce qu'on se dit, ou alors c'est l'évolution de la société qui dit ça, qu'on a dit on a plus peur maintenant du vaccin que de la maladie. Pourquoi c'est un public vraiment à privilégier? Est-ce qu'elles ont davantage de questions à vous poser, vous le voyez, soit en cabinet, soit en officine? C'est clair que les médecins doivent avoir continuellement des questions sur ce que l'on peut faire pendant la grossesse. La règle générale que l'on a en pharmacie qui est de dire de faire très attention à tous les médicaments que l'on prend, parce qu'il peut y avoir des médicaments qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Et quelque part, il y a eu, c'est parti vers est-ce qu'il faut vraiment que je prenne tous les vaccins que l'on me conseille pendant la grossesse? Il y en a certains qui sont déconseillés, mais il y en a d'autres qui sont absolument indispensables. Grippe, Covid, par exemple. Et c'est un moment clé, et je pense que nous, en pharmacie, on a souvent ce genre de questions. Très sincèrement, on essaie de passer l'information, mais on renvoie très souvent vers les sages-femmes, vers les gynécologues, vers les médecins généralistes qui ont le dossier de la patiente, qui connaissent l'environnement et qui parfois sont plus forts pour les convaincre de la nécessité, de l'obligation même d'un certain nombre de vaccins. J'ai une question qui est un peu adjacente au thème d'aujourd'hui, mais qui m'a toujours intéressé. Là, je m'adresse aux deux pharmaciens. Comment vous savez, justement, mettons que je suis une femme enceinte et que j'ai une prescription, qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses dangereuses ou douteuses? C'est le logiciel qui clignote en rouge ou vous savez que, attention, il ne faut pas prendre ça avec ça? Les deux.
les deux. On a nos logiciels qui sont paramétrés par rapport à ça, mais il y a aussi l'expérience la précaution que l'on prend continuellement dès qu'on a une femme enceinte pour aller vérifier à tout instant le danger qu'il peut y avoir à prendre certains nombres de médicaments. Où est-ce qu'on en est de la vaccination contre le Covid? Qui doit se faire vacciner en rappel? Moi, je veux bien répondre. Ça n'a pas changé, en fait. C'est-à-dire, c'est toujours les populations âgées et les patients qui présentent des pathologies qui ouvrent un risque de complications de plus en plus importantes. On sait aujourd'hui, comme la grippe, qu'une vaccination annuelle suffit. Si on a bien fait toute la primo-vaccination et toute la période de primo-vaccination. Attention, il ne faut pas considérer que j'ai jamais rien fait, je vais m'y mettre maintenant, je vais le faire une fois par an. Ce n'est pas sûr que ce soit suffisant. On le voit aujourd'hui, les cas de Covid, c'est-à-dire les personnes qui se font un test parce qu'elles ont envie de faire un test, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus grand intérêt de faire un test, sauf si on a vraiment des symptômes un petit peu cogniers. Pourquoi? Parce qu'on l'a tous eu? Oui, voilà, parce qu'on l'a tous eu et qu'on sait aujourd'hui, si on est bien vacciné, que c'est une maladie qui va guérir comme un mauvais rhume, voilà, sauf pour les personnes à risque où il peut y avoir des complications. Donc c'est vrai que pour ces personnes-là, faire un test, ça revêt un certain intérêt, mais beaucoup moins pour les autres. Donc il faut continuer à faire ces vaccinations une fois par an. Avec la grippe, ça me paraît être un bon créneau pour le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année à la pharmacie, d'ailleurs, puisque je n'exerçais plus, donc j'ai pu... Voilà. Mais donc, ça s'est bien passé? Vous avez trouvé le geste sûr? Vous étiez détendu? J'ai eu un petit peu mal au bras, mais c'est normal. Voilà, donc non, il faut continuer à faire la vaccination Covid. Et malheureusement, ça aussi, ça baisse. Il y a de moins en moins de gens qui le font parce qu'on en parle beaucoup moins, parce qu'on n'affiche plus le nombre de morts tous les soirs au journal de 20h. Voilà, c'est comme pour la grippe. Il y a quand même encore en France plusieurs milliers de morts de la grippe tous les ans. Donc je le répète ici, c'est une vaccination qui protège individuellement et collectivement. Est-ce que vous voyez des maladies vaccinables qui reviennent? Dans quel sens? Eh bien, qui pouvaient être facilement, enfin, avec la prévention vaccinale, elles auraient pu totalement disparaître, mais elles reviennent justement du fait que la base de personnes vaccinées le cas, je pense, qui est le plus grave, c'est la rougeole. Il y a des épidémies de rougeole qui reviennent, pas que chez nous d'ailleurs. Je crois qu'il y a récemment, il y a une épidémie en Allemagne qui a été dramatique, sachant que la rougeole, chez l'enfant, c'est grave, mais chez l'adulte, ça peut être gravissime. Il peut y avoir des décès, mais il y a aussi des situations qui sont invalidantes, qui laissent des handicaps très importants. Et la rougeole fait partie des éléments de couverture vaccinale dans lesquels, en plus, notre région est particulièrement faible. Et depuis longtemps, il y a la volonté de relancer la couverture de la rougeole, principalement en Occitanie, puisqu'on est de cette région-là, et parce que les conséquences chez l'adulte sont très graves. Oui, tout à fait. C'est embêtant parce que le vaccin rougeole seul n'existe pas. Donc, on est obligé de faire le RER, comme on l'appelle, voilà, c'est-à-dire rougeole, oreillon, rubéole. Et certains, il y a des blocages par rapport au fait de faire ces trois vaccinations ensemble. Et donc, les irréductibles de vaccins disent « moi, je veux bien faire que la rougeole, mais je ne veux pas faire les autres ». Voilà, ça fait partie des blocages. Comme certains disaient à l'époque « je veux faire que le tétanos et pas les autres ». Comme si, voilà, alors que le tétanos a quasiment disparu dans notre pays grâce à la vaccination. Mais bon, ça fait partie des blocages. Mais aujourd'hui, c'est d'actualité. On parle du méningocoque. Là, aujourd'hui, j'ai entendu ce matin, donc, aux informations, voilà, ouais. avec l'HAS qui recommande un nouveau rappel parce qu'il y a une recrudescence des cas d'un certain nombre de méningites. Et le rappel se fera d'ailleurs avec des souches différentes de la primo-vaccination. Alors, on va faire un dernier tour de table. Le mot de la fin, convaincre à nouveau. Comment on peut convaincre les gens de se lancer et d'aller se faire vacciner en pharmacie? Comment les convaincre? C'est une bonne question. Je ne pense pas que j'ai la réponse. Vous qui êtes déjà convaincu et mère d'un enfant de 4 ans. C'est ça, en fait, je suis déjà... Vous parliez de praticité tout à l'heure. De praticité, de proximité. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui revient souvent, c'est qu'effectivement, il y a l'aspect sociétal, d'aller sur les réseaux, etc. Mais les gens sont friands, et même les jeunes, de contact humain. Et en fait, d'aller voir des professionnels de santé
Parce qu'en fait, c'est eux qui ont le savoir. Vous l'avez tous montré pendant cette table ronde. C'est vous qui êtes sachants. Et Oui, donc, quand on sait qu'aujourd'hui, les gens disent pardon, mais j'ai fait mes propres recherches. oui, voilà. Par En fait, rapport à des gens Google, qui sont docteurs, c'est un peu compliqué. c'est On se ça. dit quand même, mettre dans la balance un signe équivalent entre j'ai fait mes propres recherches et un professionnel de santé. Mais on vit cette époque, hein. On est quand même dans cette époque. Et oui, on est dans cette époque, mais du coup, on est aussi dans une époque où on a besoin de lien social de toute manière. Et donc, c'est vrai, se tourner vers son praticien, son pharmacien d'officine, parce que c'est pratique, on descend la rue, on va lui parler. C'est quelque chose, effectivement, qu'il faut encourager et ne pas hésiter à en parler, en tout cas. Moi, je pense, dans ma pharmacie, quand on parle de vaccination, que j'essaie de faire passer à l'acte les gens, je dis deux choses. La première chose, c'est que d'abord, c'est un geste qui est anodin, c'est-à-dire c'est une mini-piqûre qui est quasiment indolore, parce que sincèrement, les progrès font qu'on ne sent plus rien, qui prend quelques secondes et qui souvent dure plusieurs années, si ce n'est toute sa vie. Et la deuxième chose, c'est que je fais partie peut-être d'une génération où on me parlait de certaines maladies qui aujourd'hui ont disparu. Et souvent, j'en parle avec des personnes un peu plus âgées que de moi. Je leur dis, mais rappelez-vous, dans les quartiers, il y avait toujours des gens un peu handicapés qui avaient eu la polio. Voilà. Et je leur dis, voyez, rendez-vous compte du traumatisme que c'était quand on voyait des gens qui n'arrivaient pas à marcher, qui étaient en fauteuil roulant, qui étaient handicapés lourdement à vie. Et cette maladie n'existe plus. Donc, il faut continuer dans ce mouvement parce que quelque part, c'est le premier progrès, le plus grand progrès médical qu'il y ait jamais eu, la vaccination. Et je pense que c'est même supérieur à toutes les inventions d'antibiotiques ou d'anticancéreux parce que c'est du préventif. C'est-à-dire qu'en vaccinant des millions de personnes, on sauve des milliers de personnes. Et ça, c'est le plus important. Gérald. Je pense que tout a été dit. Effectivement, communiquer avec nos patients, être bienveillant, être à l'écoute. Je pense que ça suffit largement. Après, il y a le côté effectivement très pratique où régulièrement on dit si vous voulez, on le fait maintenant. Et juste cette phrase, ah ben oui, là, maintenant, oui, maintenant. Et voilà, donc c'est juste ça. Et souvent, ça passe très, très bien. Voilà. Jean-Louis, le mot de la fin. Oui, non, mais voilà, c'est ça. On le fait maintenant, quoi. C'est ça. Oui, il est jaloux. Et oui, il n'a pas pu le faire. À part l'arrangement que vous aviez avec l'officine à côté de chez vous. Mais... Voilà. Non, mais le mot de la fin, ça a été dit. C'est vrai que c'est un acte de prévention essentiel, et donc il faut le rappeler. Mais moi, j'ai envie de redire, parce que encore une fois, on est bon jusqu'à 11 ans. On est plutôt très bon jusqu'à 11 ans dans notre pays maintenant depuis 4-5 ans, c'est bien. Après, il y a une déperdition dans cette période-là. Mais si on reprend les choses 25, 45, 65, comme je l'ai dit, je crois que là, on aura gagné sur beaucoup de plans. Donc, c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut faire l'information. Merci à tous les quatre pour la qualité de vos interventions. Merci beaucoup. Cet échange s'achève. N'hésitez pas à franchir les portes de votre pharmacie pour vous renseigner sur la vaccination. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.